Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préambule. Nous traversons, au moment où nous écrivons ces lignes, à la fois individuellement et collectivement, sur un plan local et mondial, un moment particulier de vacillement des repères du monde. La crise sanitaire, la crise économique, la crise sociale et toutes les crises psychologiques engendrées, l'état d'urgence général, enfin, ont apporté de façon très rapide et exponentielle un sentiment d'étrangeté perceptible partout à l'extérieur de soi, presque palpable, imposé certes d'abord d'un lointain extérieur, mais qui s'est finalement rapproché de chacun de nous jusqu'à nous concerner intimement, de l'intérieur, du pays, du corps social, des corps organiques. La perte du mode de vie habituel, liberté de choisir, possibilité toujours élargie d'agir et d'être, s'est accompagnée, en contrepartie, par l'avènement d'un état de restriction, de passivité voire de soumission imposée, mais aussi d'incertitude, actualisant des peurs archaïques, de la faim, de la maladie, de la mort, qui ne sont plus médiatisées par le social. L'insécurité et le risque deviennent ainsi omniprésents, un déterminant commun de ce moment particulier où les scénarios d'effondrement, jusque-là vécus par certains sur le mode du fictif et relégués au champ de l'autre, acquièrent davantage de réalité et deviennent une potentialité, une réalité tangible parfois, à laquelle on ne peut pas plus échapper. Moment particulier donc, lors duquel la lucidité se dénude et s'impose massivement et urgemment à tout un chacun, venant révéler un questionnement des modes de vie sur les plans du lien social, de la relation à autrui, à la parentalité, à son propre corps. Ce moment particulier où le facteur humain se révèle, dans ces heures d'exception, comme nous prenons conscience au travers des témoignages des responsables associatifs, à propos de leurs interventions déjà anciennes sur le terrain. Ces mouvements d'humanité, qui éclosent ici et là à travers le monde, viennent tisser un parcours de reconnaissance fondé sur la sollicitude et la bienveillance et autorisent à rêver, pour demain, aux retrouvailles de cette commune humanité actualisée par des invariants universels dont l'art se fait le témoin. Introduction, monde contemporain, caractéristiques, enjeux et risques. Maria Doceu Alves, correspondante Occitanie, Collège international des seniors Harmattan, membre de l'Association Psychologues du Monde, membre de la Société française de psychologie, psychologue clinicienne clinique Sansevia, Clinéa, Dr S. Lettres. Être, devenir, soi-même, que ce soit dans une perspective psychique, interpersonnelle ou sociale, implique toujours une équation plurielle dans laquelle il est question d'autre, d'altérité et de réalité sociale. Le monde dans lequel nous nous construisons, avec par exemple ses institutions et ses normes, ses rapports sociaux et ses codes culturels constituent cette matrice grâce à laquelle l'être humain et les groupes humains naissent, se développent et se réalisent et finissent par mourir. Exister suppose exister dans et donc comprendre le monde proche et lointain pour agir, pour exister. Comprendre le monde contemporain, ses caractéristiques, ses enjeux, ses risques et ses potentialités pour co-construire des agirs éclairés en attribuant une place centrale aux seniors en tant que force de proposition et d'action. Tel est un des objectifs majeurs du Collège international senior des auteurs des éditions L'Harmattan. Cette réflexion s'inscrit dans cette perspective en proposant des éléments globaux et diachroniques de compréhension de la condition humaine. Car c'est bien de la condition humaine, en termes paradigmatiques, dont il est question, et à ce propos, nous pourrions nous demander par exemple si nous sommes face à des mutations anthropologiques majeures mettant en péril les termes et la possibilité même de la condition humaine ? Si la condition humaine de la modernité pourrait se caractériser, par exemple, par la supériorité de la raison dans la recherche de lois universelles à partir de la science positiviste, selon laquelle la connaissance est neutre, ainsi que par une vision idéologie de l'économie et du progrès, Darnell et Staszak 2006, la condition humaine postmoderne, Lyotard 1979, quant à elle, pourrait se définir par exemple, par la dialectique technologie-savoir. Dans cette relation, la technoscienticité introduit la potentialité de la construction de l'humain par l'humain, le rejet de la condition humaine et la fabrique d'une nouvelle économie psychique dans laquelle prédominent des fantasmes de toute puissance et de toute jouissance, artificiels, fabriqués par l'homme à la mesure de ses désirs et d'un droit revendiqué devenant une addiction. Cette condition humaine, se développant au cœur des sociétés contemporaines, postmodernes, technoscientifiques, biométriques et biopolitiques, tout en les soutenant voire en les créant, entraîne-t-elle des mutations anthropologiques sur le plan par exemple de la temporalité,
de la corporéité, du lien à autrui autre, de la filiation? Sommes-nous face à la possibilité d'une révision complète de l'humain, autant de sa condition, de son organisme que de sa place dans l'environnement? Sommes-nous face à des changements de paradigme, de l'humain à l'humain amélioré et au post-humain? Car grâce à l'utilisation des sciences et de la technologie, biotechnologie, nanotechnologie, génie génétique, interface neuronale, outils de gestion informatique et robotique par exemple, il est possible d'améliorer des caractéristiques physiques, mentales et psychiques des humains, une possibilité qui laisse deviner l'avènement d'un post-humain selon ce que préconise le transhumanisme. Ce transhumain serait devenu une force biologique, après être devenu une force géologique. Ainsi, après avoir laissé la trace irréversible de son humanité sur son environnement, au point de provoquer l'émergence d'une nouvelle ère, l'Anthropocène, et malgré la concomitante prise de conscience du fait que la Terre est enfin ronde, Bruno Latour 2007, soit la conscientisation de la finitude, ressources, espaces habitables, l'humain, lui, s'attribue des possibilités exponentielles voire illimitées. D'action sur l'environnement extérieur et interne, de performances diversifiées et accrues. Que garderont les transhumains et surtout, les post-humains, de l'humanitude, notamment de ses aspects les plus douloureux comme le handicap, le vieillissement, la maladie et la finitude? Et quel sera le destin des seniors? Existeront-ils encore dans un monde sans vieillissement? Pourront-ils encore exister sous cette modalité de la condition humaine alors que la maîtrise technologique du vivant vise la temporalité, et que la maîtrise technique vise un savoir dématérialisé, mais stocké, virtualisé et robotisé? Ces mutations du vivant et de l'humain, ainsi que de l'activité sous-jacente, tout en traduisant la possibilité technologique de la maîtrise comportent néanmoins des risques certes internes et d'une nature nouvelle. Selon Christine Noiville, aujourd'hui que nos sociétés sont dotées d'une puissance d'innovation sans précédent, on ne le sait que trop. Ce n'est plus de l'extérieur, mais de l'intérieur que les risques viennent les inquiéter, ils sont produits, manufacturés par elles. Le risque est défini par Michel Callon, Pierre Lacoume et Yannick Barth comme un danger bien identifié, associé à l'occurrence d'un événement ou d'une série d'événements parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se produiront, mais dont on sait qu'ils sont susceptibles de se produire. Or, les nouveaux risques renforcent l'ampleur des enjeux, de par l'ampleur des effets, et revêtent, d'après Christine Noiville, une physionomie nouvelle. Auparavant cantonnés à un lieu déterminé, ils sont désormais globaux, transnationaux, majeurs et irréversibles. Ils comportent donc des enjeux institutionnels et politiques forts qui imposent de repenser autant l'action publique que la place des individus dans leur gestion. Les risques d'aujourd'hui induisent un changement de perspective du point de vue de l'ampleur et des modalités de l'action publique. Source de nouvelles déstabilisations sur la scène sociale, les nouveaux risques rendent la gradation entre le subi, le toléré et l'accepté plus subtile, ce qui pose la question des valeurs et des objectifs sur lesquels se fondent les choix dans leur gestion, comme le signale Christine Noiville. Dans les sociétés du risque, quels pourraient être les référents d'un bon gouvernement des risques du vivant et de l'humain? Telle est la question soutenant notre réflexion, à laquelle nous espérons apporter quelques éléments de réponse. La présente réflexion découle de la première discussion du Collège international senior des auteurs des éditions L'Harmattan en Occitanie, à Toulouse, le 25 octobre 2019, soutenu par le groupe CLINEAORPEA, Clinique Soleil Cerdan Sansevia, ainsi que par l'Association Psychologues du Monde. Il s'agissait alors de considérer les caractéristiques des sociétés contemporaines et postmodernes, notamment quant aux risques relativement au vivant et à l'humain, à partir de certains domaines comme la parentalité, les liens sociaux et le symbolique, tout en pensant les enjeux latus sensus sous-jacents à ces risques et les agirs éthiques que ces derniers comportent. Cet ouvrage reprend ces axes de pensée. Il débutera par les propos de M. Singaravelou, professeur émérite de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux, ayant ouvert la discussion, lesquels dégagent les axes géopolitiques de la construction du monde contemporain. Il sera ensuite question des caractéristiques postmodernes de la parentalité et de la filiation, notamment en termes de causalité et d'effets, intrapsychiques, interpersonnels, sociaux et même anthropologiques, dialectisé par Madame Sylvie Bourdel-Houbert, professeure en psychopathologie clinique à l'Université Jean Jaurès, Toulouse, et psychologue clinicienne dans un service hospitalier d'AMP.
De plus, les mouvements actuels dits conspirationnistes, dans leurs composantes intrapsychiques et interpersonnelles, seront explorés par M. Florent Poupart, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université Jean Jaurès, Toulouse, et par Manon Bouscaille, doctorante en psychologie clinique. Par ailleurs, l'art contemporain, ses pratiques artistiques ainsi que les objets découlant de celles-ci, sera pensé par le Dr François Granier, psychiatre au CHU de Toulouse et président d'honneur de l'FPEAT, dans une perspective diachronique de par l'exploration des figures de l'artiste à différents moments de l'histoire. Ces apports ayant permis de conceptualiser les modalités, les enjeux et les risques du monde contemporain et de la postmodernité, nous nous pencherons sur les agirs éthiques que ces derniers comportent, cf. Notre intervention. Ainsi, il sera question des principes éthiques à partir desquels l'Association Psychologues du Monde fonde ses actions d'intervention en contexte d'exception, comme en témoigne Adam Kiss, président du Conseil scientifique, psychologue et psychanalyste, Gilbert Lacanal, président PDM et psychologue, Naja Albazou, présidente du CRPSY et psychologue, et Luca Torani, psychologue. Cet ouvrage se termine par la mise en perspective historique, géopolitique et philosophique de la dialectique nature-culture, eu égard aux risques du monde contemporain. Marcelino de Castro, actuellement consultant parlementaire à l'Assemblée législative de la région autonome de Madère, Portugal, mais ayant exercé auparavant diverses fonctions telles celles par exemple, de la coordination des Editions DRC et de la direction de la revue Ilena, dresse une réflexion d'ordre global sur la véritable condition humaine dans ce qu'elle implique, également et dans la limite, de l'acceptation de la prédominance de la nature sur la culture. Les vidéos se rapportant à la discussion sont accessibles sur le site du Collège international senior des auteurs des éditions L'Harmattan, CISHE, dans la rubrique « Ressources vidéo ». Éléments de géopolitique, du monde contemporain. Monsieur Singaravelou, professeur émérite, Université Michel de Montaigne, à l'occasion d'ouverture de la discussion. Il est établi le fait que le monde actuel, contemporain, dans lequel nous vivons est un monde qui bouge, qui change. Les gens sont perturbés, les sociétés s'interrogent et cette perturbation touche à la fois les individus comme les groupes sociaux. Alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est un phénomène spécifique à notre période, notamment à partir des années 2000, ou est-ce que c'est quelque chose qui se produit partout à toutes les époques dans l'histoire de l'humanité ? C'est possible. Moi, ce que je constate c'est qu'aujourd'hui on est en pleine crise de toute nature. Alors je me suis interrogée pour savoir quelles sont les causes de ce mal-être, de ces crises, de cette sorte de déréliction, cette sorte de perte d'identité, d'interrogation sur soi-même, de sens qu'on donne à la vie de chacun. À quoi c'est dû ? Pourquoi ? En espérant que ce qui se passe aujourd'hui trouvera des solutions à terme. Au fond, il y a plusieurs causes à ce qui se passe. J'en ai trouvé quelques-unes. Ce sont des choses qui sont connues, je ne veux pas détailler cela, mais je voudrais juste montrer qu'à l'heure actuelle nous vivons des situations de crise successives partout dans la planète et que nous sommes tous impactés par cela. Et c'est cela qui crée chez nous, à titre individuel et collectif, ce sentiment de mal-être, de tristesse, de perte de sens et que les psychologues sont amenés à traiter. En gros, vous savez que dans l'évolution de l'histoire de l'humanité et des sociétés, le monde a vécu le long du XIXe siècle sous le signe de ce qu'on appelle le capitalisme libéral. C'est l'essor de toutes les grandes puissances économiques dans le monde occidental, et en particulier, de la Grande-Bretagne. C'est le siècle de la Grande-Bretagne et aussi de la France, qui ont bâti le système libéral capitaliste. Mais ce système capitaliste qui s'est propagé par le monde, à travers de la colonisation en particulier, se trouve très rapidement vers la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle, au moins 3 variantes, 3 dérives. D'abord la dérive colonialiste, la colonisation, le colonialisme et ses dérives, ensuite la dérive fasciste et nazie et l'épisode communiste à proprement parler avec les dérives staliniennes. Ces 3 dérives du capitalisme montrent les limites de cette emprise à l'échelle mondiale, mais ce qui se passe vers la fin du XIXe siècle, c'est récent, c'est de l'histoire récente. Mais enfin, au XIXe siècle, peu à peu on voit l'échec de la colonisation à travers les moments de décolonisation, l'échec du fascisme-nazisme après la Deuxième Guerre mondiale et l'échec aussi, enfin, du communisme, avec en 1989, il y a 30 ans pile, la chute du mur de Berlin.
Donc ces trois dérives du capitalisme ont échoué vers la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Le capitalisme libéral refait surface comme étant le seul et l'unique système mondial. Parce que tout le reste s'est cassé la figure. C'est Thatcher Scrubber. Le système libéral, capitaliste refait surface comme étant prépondérant, dominateur, et certains ont même écrit que c'était la fin de l'histoire. C'était fini, l'histoire était finie. Mais début du XXIe siècle, qu'est-ce qui se passe ? C'est le fameux 11 septembre 2001. C'est-à-dire l'arrivée, l'irruption brutale, qui met en cause tout le système mondial, du terrorisme international à travers ce qui s'est passé aux deux tours de New York. Alors si vous voulez, je pars de là. Dans le fond, cette irruption du terrorisme mondial nous fait prendre conscience de deux phénomènes. D'abord l'importance de la mondialisation. La mondialisation a eu lieu à toutes les époques de l'humanité. Rome, Athènes. Tout cela ce sont des formes de mondialisation. Mais aujourd'hui la mondialisation prend un autre visage, une autre orbite, une autre capacité de se développer. Qu'est-ce qui fait la force et la spécificité de la mondialisation ? C'est le triomphe de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en particulier les sciences de l'informatique sous toutes ses formes, de la biotechnologie sous toutes ses formes et des sciences cognitives également. Tout cela débouche sur quelque chose de fantastique qui est quoi ? La compression de l'espace-temps. L'immédiateté des opérations. Aujourd'hui vous êtes en train de déjeuner chez vous, et vous voyez ce qui se passe à l'autre bout du monde. Les pires catastrophes, le tsunami, les destructions, les guerres, les morts. Tout cela vous voyez, vous êtes chez vous, tranquille. Tout cela fait irruption, pourquoi ? Et c'est le deuxième phénomène, tout ce qui est, comment dire, Internet et autres réseaux associatifs. Tout cela crée de l'angoisse crescendo, l'éruption de toute cette violence dans le monde entier. Autrefois on l'entendait, maintenant on la voit. Et on culpabilise plus ou moins. Et il y a là un vrai problème. D'où cette perturbation, cette détresse psychologique chez certains. Alors les causes, je me suis interrogée. On les connaît. La première, tout ce qui se passe autour de la multiplication des conflits de par le monde. Les conflits politiques, armés, des conflits sociaux. Regardons ce qui se passe depuis 2 jours au Chili, au Liban, en Syrie, sans compter ce qui va se passer en Angleterre, et ainsi de suite. Multiplication des conflits, multiplication des actes terroristes, qu'ils soient fondés sur la religion ou qu'ils soient fondés sur d'autres facteurs. Donc vous avez là tous ces phénomènes brutaux, de guerre, de violence de par le monde qu'on ne peut absorber et qui perturbent et qui traumatisent parfois. Il y en a qui ne se relèvent pas. Et troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui concerne la migration parce que cette mondialisation, une de ses caractéristiques, c'est l'accélération de la migration. Mais la migration n'est pas un phénomène récent. L'humanité s'est construite par la migration, on le sait. Personne n'en doute. Aujourd'hui on s'en émeut, on fait tout un tas, mais c'est normal, les gens sont faits pour bouger. On a beau construire des murs, tous les murs ça ne sert à rien. Les océans ne servent à rien. La Méditerranée ne sert à rien, même si on laisse des vies. La Manche n'a servi à rien. Regardez ce qui s'est passé à la 30aine de Chinois retrouvés morts en Angleterre. Donc rien n'y fera. Mais ces migrations, quelles que soient les causes, origine climatique, origine famine, origine politique, religieuse, etc. Et ces migrations sont mal vécues par les populations autochtones, sont exploitées par des politiques et donnent lieu à des mouvements d'homophobie où les pires instincts des individus ressortent. Alors comment faire pour que les pires instincts ne ressortent pas à la vue de ceci, ou de cela ? Et enfin un dernier point, le délitement des structures politiques. On pourrait penser que les structures politiques, l'État et toutes les institutions contrôlées par l'État, pourraient servir à quelque chose. Pourraient servir à réguler cela. Pourraient servir à remédier. À rassurer la population. Non, de plus en plus ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que les organisations étatiques elles-mêmes commencent à prendre l'eau. Les organisations internationales, l'ONU, l'UNESCO, tout cela, vous voyez bien le manque de confiance dont elles sont l'objet ? Le Fonds monétaire international, on vient de se rendre compte récemment, ne joue pas son rôle, la Banque mondiale, et ceci à l'échelle mondiale. Mais à l'échelle d'un pays d'État-nation, la France en particulier, on dit de plus en plus qu'il y a une perte de repères.
En France comme ailleurs, il n'y a plus d'idéologie, comme autrefois qui servait à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.